Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présentation, Monsieur Brunet. Merci de m'avoir invité. Je reprécise tout de suite que je ne suis pas spécialiste des valeurs des Wallons, ni même des valeurs des Belges. Je suis en fait spécialiste plutôt des valeurs des Européens, des Français et des Européens, puisque je travaille sur une enquête que je représenterai dans quelques instants, depuis une vingtaine d'années, qui est la European Values Study, et qui est faite dans la plupart des pays européens. Et donc ce que je vais essayer de vous présenter dans ce premier temps de cadrage, au-delà donc de la Belgique, c'est de regarder, puisqu'on a des données de cette enquête européenne depuis le début des années 80, donc c'est de regarder les évolutions dans le temps. Est-ce que les valeurs des Européens ont beaucoup changé depuis le début des années 80? Et est-ce que les différences entre pays restent fortes ou est-ce qu'elles baissent? Est-ce qu'il y aurait une homogénéisation des valeurs des Européens avec d'un côté la mondialisation et de l'autre la construction européenne? Alors avant de rentrer dans le vif de mon sujet, quelques rappels sur qu'est-ce que sont les valeurs. Je les définis très simplement comme l'ensemble des orientations profondes d'un individu. Donc c'est ce qui le croit, ce qui le motive, c'est donc des choses qu'on intériorise dès sa socialisation, et donc dès sa socialisation et à travers tout ce qu'on vit, à travers les interrelations qu'on peut avoir avec les autres dans des milieux sociaux et dans des pays donnés. Donc mes valeurs sont profondément intériorisées en moi, mais en même temps, elles ne sont pas seulement les miennes, elles sont celles des groupes auxquels j'appartiens. Et on peut changer d'opinion rapidement. Par contre, les valeurs ont une certaine pérennité, on ne change de valeur que progressivement, en règle générale. Donc le système de valeurs est assez pérenne et on le recompose, ça ne veut pas dire qu'il est figé, mais on le recompose au fil de son cycle de vie, au fil de ses expériences. Donc il se recompose progressivement, lentement, mais il y a une certaine cohérence des systèmes de valeurs des individus, avec en même temps, probablement, souvent, des ambiguïtés, et puis des individus différents les uns des autres, certains qui ont des systèmes de valeurs très structurés. Par exemple, les militants, quelle que soit leur cause, ont en principe des systèmes de valeurs très structurés. Les gens qui ont un rapport à la politique plus distancié ont des systèmes de valeurs en général moins structurés, plus ambigus et peut-être un peu plus relatifs. Alors, je rappelle, parce que je vais probablement beaucoup caricaturer dans le temps qui m'est imparti, je rappelle qu'au-delà des différences nationales, il y a plein de différences qui sont d'abord, vous connaissez bien cela, les différences régionales, mais aussi les différences de groupes sociaux, les différences de génération. Aujourd'hui, depuis le début des années 60, on peut dire, les différences de génération sont devenues fortes. Elles ont été très fortes, très fortes dans les années 60. Elles sont probablement un peu moins fortes aujourd'hui, mais elles existent quand même. Donc il y a des différences générationnelles importantes. Il y a des différences aussi sur les appartenances et l'intégration à des systèmes religieux. Il y a des différences sociales selon les niveaux de revenus, selon les professions, selon les appartenances et les classes sociales. Donc, évidemment, les valeurs sont marquées par nos appartenances à différents sous-groupes et sont marquées par nos histoires. Donc, cette enquête sur laquelle je m'appuie, la European Values Study, elle commence en 1981 avec une première vague. C'est initié par un certain nombre de sociologues et de politologues européens autour notamment de l'université de Tilburg aux Pays-Bas, mais aussi un Français, Jean Stutzel,
qui est à la fois le directeur de l'IFOP et un universitaire, aussi un Belge, jésuite belge, Jan Kerkhoffs. Et puis donc, évidemment, c'est un projet de long terme pour mesurer le changement des valeurs dans les sociétés européennes, et on fait une vague tous les 9 ans. Si on ne mesure pas de la conjoncture, on n'a pas besoin de faire comme les eurobaromètres, des enquêtes tous les 6 mois. On fait une enquête tous les 9 ans, et donc 81, 90, 99, 2008. Sur des échantillons représentatifs de population, avec l'idée que il faut, pour analyser les systèmes de valeurs, prendre en compte tous les grands domaines de la vie. Donc le questionnaire, qui dure 1 heure en face à face, a des questions sur la famille, le travail, l'économie, la politique, la religion, la sociabilité. Et donc peut-être le premier résultat que je peux donner, c'est que ce qu'on pourrait appeler d'une certaine manière le palmarès des valeurs n'a pas beaucoup changé. On a fait un certain nombre de publications par pays. Je vais me référer un peu au cours de mon intervention à ces publications. Il y a un livre belge qui est paru l'année dernière sous la direction d'Iliane Voyer, Carole de Blaer et Gron Abst. Autre temps, autres mœurs. Il y avait eu des livres précédents belges sur les vagues précédentes. En français, on a publié en 2009 La France à travers ses valeurs, en 2010 l'individualisation des valeurs, et puis aujourd'hui on fait de la comparaison européenne. On a publié donc un atlas des Européens en 2013 chez Armand Collin, et vous trouverez des petites présentations de cet atlas dans l'entrée. Et puis on a publié un numéro de la revue Futurible qui est entièrement consacré à l'évolution des valeurs des Européens. Alors première conclusion qu'on peut tirer, c'est que le palmarès des valeurs et des domaines de la vie valorisés n'a pas beaucoup changé et est très semblable, on va dire, dans l'ensemble des pays européens. Aujourd'hui, l'enquête est faite au-delà de l'Union européenne. En 2008, elle a été faite à peu près dans tous les pays, dans 46 pays, à peu près le Conseil de l'Europe. Donc, ce qui est le plus valorisé, je dirais de manière tout à fait habituelle dans nos enquêtes, c'est la famille, c'est le cœur de la vie des gens, c'est très important dans leur vie. Deuxième thème, le travail, qui vient en second presque partout. Un peu plus en France qu'en Belgique. 67% des Français disent que le travail est très important dans leur vie. Je crois 54% des Belges. Et moins en Scandinavie. La moyenne de l'Union européenne, c'est 58 ou 55 ou 58. La Scandinavie, le travail vient plutôt en 3e ou 4e position, parce que les loisirs, les amis et les relations viennent avant. Donc probablement en lien avec un certain nombre de critères économiques, de développement économique, les valeurs et les valorisations relatives entre la vie de travail et la vie extra-professionnelle bougent. Donc en moyenne, loisirs et amis et relations vient au milieu du palmarès, et puis en les 2 derniers domaines, la religion, 20% des Européens disent que c'est très important dans leur vie, et la politique, 8%, avec des petits écarts par pays, mais globalement, évidemment, il y a quelques pays qui sont beaucoup moins sécularisés que les autres, où la religion donc, vient plus fortement dans un pourcentage un peu plus fort. La politique vient pratiquement toujours en dernier, ce qui ne veut pas dire que les gens sont moins politisés qu'avant. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, si je regarde maintenant l'évolution dans le temps, la thèse, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, donc je vais aller vite, donc la thèse que je défends, je ne suis pas le seul à défendre, c'est que dans tous les grands domaines de la vie, nos données, dans tous les domaines, nos données montrent une montée des valeurs que j'appelle
c'est-à-dire c'est la volonté d'autonomie individuelle. Dans tous les domaines, montée donc de la volonté d'autonomie individuelle. Et nous faisons une grande distinction entre individualisation et individualisme, contrairement à beaucoup de gens. Il y a une montée de l'individualisation, il y a une stabilité de l'individualisme. L'individualisme, c'est chacun pour soi. Donc c'est ce qu'on appelle l'égoïsme social. Je suis à moi-même, mon propre centre, et je prends mes décisions toujours en fonction de moi-même. Donc l'individualisme, c'est le contraire de la solidarité. Et donc les valeurs de solidarité, d'après nos enquêtes, elles ne sont pas à la baisse, elles sont stables. Bien sûr, il y a des gens qui ne sont pas solidaires des autres, il y a de l'individualisme, ça existe, mais il n'y a pas de croissance de l'individualisme. On a essayé d'opérationnaliser quantitativement ce genre de choses. À partir des enquêtes valeurs, on a donc fait un indice d'individualisation et un indice d'individualisme. Et quand on regarde les deux échelles, il n'y a pas de lien statistique au niveau des individus entre l'individualisation et l'individualisme. Pas de corrélation statistique. Donc, les deux réalités ne sont pas du tout de même nature, et contrairement à ce que pensait Tocqueville, l'individualisation ne conduit pas, d'après nos enquêtes, à l'individualisme et à la fin des solidarités collectives. Alors, donc, dans tous les domaines, montée de l'individualisation, c'est déjà très évident dans le domaine familial, avec une famille qui est très idéalisée, qui veut se construire sur les relations des individus. Donc la famille doit se caler sur les volontés, sur ce qui est expérimenté à l'intérieur d'un couple et avec les enfants. Donc la famille est très idéalisée, elle est censée donner le bonheur. Cette idéalisation d'une famille construite dans les interrelations où il faut tout se dire, se parler, verbaliser, communiquer, où finalement les appartenances n'ont pas beaucoup d'importance. Je peux ne pas être de la même catégorie sociale que toi, ça n'a pas d'importance, pourvu qu'on communique. Donc la famille est vraiment aujourd'hui idéalisée, ça fait à la fois peut-être sa grandeur, mais aussi sa faiblesse et sa fragilité. Donc cette famille, elle se veut le lieu du bonheur, et quand le bonheur n'arrive pas, eh bien on préfère recomposer, recommencer, vivre autre chose, de nouveaux liens familiaux. C'est pas seulement une structure où on fait tout ce qu'on veut. On voit remonter dans nos enquêtes la valeur fidélité. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même un contrat de couple, qu'on soit marié, pas marié, en union libre, ne change pas grand-chose à l'affaire. Partout, disons que l'union suppose la fidélité. Et l'infidélité, quand elle arrive, elle est souvent le signe de l'échec du couple. Dans le domaine du travail, alors peut-être dernier point sur la famille, cette famille, elle est assez accueillante à l'enfant, mais inégalement selon les pays. C'est-à-dire que il y a même des remontées dans un certain nombre de pays. La France et l'Irlande ont des taux de fécondité à 2. La Hongrie est à 1,2. Par contre, la Pologne à 1,3, l'Italie à 1,4, l'Allemagne à 1,4. La Belgique est à 1,8. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très loin du haut de la fourchette, on va dire, de la distribution. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même suffisamment d'optimisme dans nos sociétés, France, Belgique, il y a suffisamment d'optimisme sur soi-même, on va dire, et sur son groupe familial pour mettre au monde des enfants. Je me permets de le dire comme ça, c'est une interprétation, mais voilà, c'est comme ça que j'interprète les choses. Dans le domaine professionnel, je vais passer très vite, je pense que vous pouvez bien peut-être dans la journée. Au fond, ce qui est très clair dans les réponses, c'est que les attentes à l'égard du travail, qui est donc valorisé,
sont plurielles et on a à la fois des attentes matérielles, c'est-à-dire que le niveau de salaire reste quelque chose de très important, mais en même temps, on attend de son travail beaucoup plus que des moyens de vivre, beaucoup plus qu'un gagne-pain. On attend un travail intéressant dans le haut de ce qu'on attend, un travail intéressant, un travail qui permette de développer ses capacités, un travail où on a des responsabilités, un travail où on... Alors, une sécurité de l'emploi aussi, dans les aspects plus matériels, et puis dans les aspects plus qualitatifs, un travail où même si on est au bas de l'échelle des fonctions dans une entreprise, on sait à peu près à quoi on sert, c'est-à-dire on voit quelle est son utilité, on veut avoir une utilité dans un processus global. Société des loisirs, bien sûr, pas seulement le travail. Société des loisirs qui passe notamment par de la sociabilité et de la sociabilité associative. Et sur ce point, je voudrais rappeler qu'il y a d'énormes différences en Europe sur la sociabilité associative. La Belgique est de ce point de vue plutôt dans les pays où, fait partie des pays où l'adhésion associative est importante. Vous êtes beaucoup plus associatif que la France. Du point de vue des associations, la France est plutôt un pays de l'Europe du Sud. Vous êtes plutôt un pays de l'Europe du Nord, du côté du fonctionnement associatif. Alors, pour l'Union européenne, le taux d'adhésion associative mesuré par l'enquête Valeur, c'est à peu près 40% dans la dernière vague. Mais c'est seulement 17% en Pologne, 20% en Bulgarie, en Hongrie, au Portugal. Donc il y a d'énormes différences à la fois à l'Est et au Sud, on est beaucoup moins associatif. 27% en Grèce, 38% en Italie, 40% en France, mais 62% en Suède, 67% en Belgique, et puis les pays scandinaves, ça monte encore beaucoup, 88% aux Pays-Bas, 92% au Danemark. Donc voilà un des exemples où on voit que les différences restent très fortes, à la fois de valeur, mais aussi, on va dire, c'est lié aux institutions, au mode de fonctionnement d'un pays. Et ça se retraduit aussi, ces différences, dans la confiance spontanée qu'on fait à autrui. Cette confiance spontanée à autrui, elle est assez stable en Europe, de l'ordre de 34% en 2008, mais avec, là aussi, des différences très fortes d'un pays à l'autre. Confiance spontanée à autrui, Chypre et Turquie autour de 10%, Europe de l'Est autour de 20%, comme la Grèce. La France est là aussi un pays où on se fait faiblement confiance, on se méfie beaucoup des autres. On est là aussi plutôt un pays de l'Europe du Sud, comme l'Italie et l'Espagne. La Belgique est un peu plus haut, vous êtes à 36%, la Grande-Bretagne et l'Allemagne à 40%, mais là aussi l'Europe du Nord, la Suisse 55%, les Pays-Bas 63%, les pays scandinaves autour de 70%. Donc il y a vraiment, y compris à l'intérieur de l'Europe de l'Ouest, il y a des différences nord-sud qui sont très importantes et que vous pourriez trouver en détail sur les cartes de l'Atlas des Européens. Alors j'avance. En matière, on va dire, de valeur d'individualisation, le grand principe, c'est être tolérant à l'égard des autres. Tout ce qui relève de la vie privée, il faut être permissif, chacun fait ce qu'il veut dans sa vie privée, vit comme il veut, sa sexualité, son rapport à la vie et à la mort. Donc tout ça ne doit pas être contrôlé par une église, par un État ou par le candidaton du voisinage. Donc il faut respecter donc, les choix d'autrui. Si je veux qu'on respecte les miens, la première condition du vivre ensemble, probablement pas suffisant pour organiser une société, mais c'est de tolérer les choix des autres. Et donc, la tolérance est un élément très important de l'éducation des enfants, d'après ce qu'on mesure. Tolérance, respect des autres, sens des responsabilités, et quand même bonne manière, parce que bonne manière, il faut qu'on fasse des enfants adaptés, qui ne se fassent pas remarquer par rapport à l'environnement.
point de vue de cette liberté privée, dans la plupart des pays européens, au moins de l'Ouest, un des éléments qui a le plus changé, c'est le rapport à l'homosexualité. La tolérance est devenue beaucoup plus importante dans ces pays de l'Ouest européen, mais elle reste par contre limitée dans les pays de l'Est de l'Europe, et c'est probablement un domaine où l'écart entre les pays s'est plutôt agrandi depuis les années 80, puisque ça a bougé à l'Ouest, et ça a peu bougé, un petit peu, notamment dans les jeunes générations, mais peu bougé à l'Est. Respect de la vie privée, tolérance, mais en même temps, ce que en termes de système de valeurs, il faut tout de suite rajouter que les Européens font une grande distinction entre liberté privée et ordre public. Fais ce que tu veux dans ta vie privée, mais respecte l'ordre public. Et ça, c'est assez nouveau. Autrefois, quand on était tolérant dans un domaine, on était tolérant dans l'autre, et quand on était sévère ou strict dans un domaine, on était aussi strict, donc strict en matière de permissivité privée, strict pour l'ordre public. Aujourd'hui, il y a un découplage de ces dimensions, et aujourd'hui, donc, ce qu'on voit monter fortement, c'est que à la fois, il y a une volonté de liberté privée qui est très forte, mais en même temps, il y a une demande d'ordre public qui est non moins forte. C'est-à-dire que si on veut pouvoir vivre sa vie librement, il faut qu'il y ait un cadre institué qui permette de vivre correctement avec des règles et des normes. Et donc la demande de normes, peut-être qu'en Belgique, on n'a jamais complètement oublié l'importance des normes, mais la France était plutôt un pays considéré comme incivil. Et de ce point de vue-là, alors les plus civils, d'une certaine manière, c'est dans les pays scandinaves, les Danois, un sens de l'ordre et des régulations collectives qui est très forte, qui sont à la fois très libéraux et très conscients de l'importance de l'ordre public. Et donc, il y a une remontée pour un certain nombre de pays, y compris du Sud, donc une remontée de la demande d'ordre. Il faut que j'avance, et donc c'est ce que je fais, et j'en viens donc peut-être à quelques éléments dont vous allez reparler dans la journée sur le rapport aux autres, mesuré non plus par une question très générale sur le rapport à autrui, mais à travers qu'est-ce qu'on voudrait, est-ce qu'il y a des catégories qu'on ne peut pas avoir comme voisins. Vous voyez, donc ça, c'est une manière plus précise de mesurer comment on perçoit les autres. Et dans l'enquête valeur, il y a une longue batterie de questions, de catégories de voisins. Ça donne un peu une image à la Prévert, un peu surréaliste. Donc ça va des gens qui ont un casier judiciaire, des alcooliques, des drogués, des extrémistes de gauche, des extrémistes de droite, et puis des catégories de type ethnique, des gens d'une autre race, des juifs, des musulmans, des travailleurs étrangers. Voilà, il y a une quinzaine de catégories au total. Et quand on analyse les réponses à ces questions, ce qui est absolument clair, déjà dans les vagues antérieures, mais à nouveau dans la dernière vague, c'est que la logique dominante d'exclusion du voisinage, c'est une logique de déviance et de crainte des nuisances. Donc on craint les nuisances du voisinage, donc par rapport à ce qu'on craint le plus, c'est donc les alcooliques, les drogués. Parce qu'on craint que ça fasse désordre et que ça crée de la nuisance dans le voisinage. Les catégories de type ethnique qui sont les plus générales, qui renvoient donc plutôt à l'égalité de tous les hommes, on va dire, des gens d'une autre race par exemple. Il y a très peu de personnes dans les pays de l'ouest de l'Europe qui disent que des gens d'une autre race, il ne faut pas les avoir dans son voisinage. Les extrémistes de gauche, de droite font peur, mais c'est une autre dimension de l'exclusion du voisinage. En tout cas, il y a une catégorie
de type ethnique, on peut discuter sur ma formule de type ethnique, qui est assez rejetée, c'est les gitans. Alors les gitans, parce que certes c'est une catégorie de type ethnique, mais c'est aussi une catégorie où on craint la nuisance. C'est le stéréotype du voleur de poules. Bon, donc c'est probablement pour ça que dans pas mal de pays, les gitans sont dans le haut des batteries. Je rajoute que sur les aspects de xénophobie, il y a une autre question qui est intéressante à regarder dans les enquêtes valeurs. C'est une question, quand les emplois sont rares, faut-il les réserver alors aux Belges, aux Français, dans chaque pays, on décline le pays. Donc c'est le principe de préférence nationale. Il y a beaucoup de grains à moudre sur le principe de préférence nationale, si vous me permettez cette expression. Dans l'Union européenne, 58% des citoyens européens sont favorables pour donner une préférence à l'embauche aux nationaux quand les emplois sont rares. Et là aussi, les différences sont très fortes selon les pays. Ça va de 23%, disons à peu près 25% en Suède et au Danemark, 37% aux Pays-Bas, 40% en France, 49% en Allemagne, 52% en Belgique, 61% en Italie, 66% en Autriche, 72% en Grèce, environ 90% en Bulgarie, Hongrie, Lituanie, Chypre, Malte. Donc vous voyez que là aussi, les écarts entre les pays européens sont énormes. Et il y a des clivages qu'on retrouve au fond sur pas mal de valeurs entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est. L'Europe de l'Est reste beaucoup plus xénophobe. Globalement, après il faudrait mettre évidemment des nuances parce que l'Europe centrale et orientale a quand même ses différences selon les pays. Donc voilà, je termine là-dessus pour enchaîner sur un certain nombre de tendances concernant la politique. D'abord, donc j'ai dit tout à l'heure, la politique c'est pas très valorisé. Néanmoins, il y a à peu près dans l'Union européenne une personne sur deux qui a un certain niveau de politisation. Donc on peut dire qu'il y a une certaine compétence politique minimale, un certain suivi de l'actualité, c'est à peu près la moitié de la population. Et ça ne baisse pas, c'est stable. C'est stable, ça ne baisse pas. Et, alors avec des petites différences, ou des grandes différences, puisque la Belgique, de ce point de vue-là, est plutôt un pays de l'Europe du Sud. Pas très politisé. Selon notre indice, il y a trois questions de base pour former cet indice. La Belgique, le Portugal et l'Espagne sont à peu près au même niveau, autour de 37%. La France est autour de la moyenne européenne, à 52%. Le Danemark et les Pays-Bas sont à 2/3. Donc on voit que la politisation, là aussi, elle est plus forte dans les pays d'Europe du Nord que dans les pays d'Europe du Sud. J'en profite pour dire tout de suite que l'individualisation dans tous les domaines, c'est aussi, le rapport à la politique, c'est assez lié aux matrices religieuses des cultures. C'est-à-dire que si les pays scandinaves sont souvent plus politisés, plus civiques, plus confiants à autrui, c'est probablement plus d'État-providence aussi d'ailleurs dans leurs institutions, c'est probablement aussi parce qu'ils ont une matrice protestante de leur culture. La matrice catholique des cultures donne des choses un peu différentes et probablement plus caractéristiques de l'Europe du Sud. Et d'autre part, la matrice orthodoxe de la culture, voire la matrice musulmane de la culture à travers, par exemple, un pays qui est enquêté comme la Turquie, comme l'Albanie, on voit bien que les valeurs religieuses restent très fortes, qu'elles restent très structurantes de l'ensemble des systèmes de valeurs et que dans ces pays, il y a peu d'individualisation. L'individualisation est donc liée à la fois à la matrice
protestante de la culture et à la sécularisation, c'est-à-dire que l'individualisation s'est développée au rythme de la sécularisation. Alors, des Européens relativement peu politisés, mais c'est stable, probablement un peu plus protestataires et critiques qu'autrefois. Alors, ça passe probablement par plusieurs choses. Un mot d'abord sur l'abstention. Elle monte dans beaucoup de pays européens depuis la fin des années 1980. Vous sentez peu ce mouvement en Belgique parce que vous avez le vote obligatoire. J'ai vu que dans le baromètre wallon, vous avez une question, si le vote n'était plus obligatoire, est-ce que vous iriez voter? On voit qu'il y a un certain nombre de gens qui disent qu'ils n'iraient plus voter, notamment aux élections nationales, je crois. Je pense qu'il faudrait regarder le clivage générationnel parce que vraisemblablement, sur une question comme ça, il est assez vraisemblable qu'il y ait un clivage générationnel. Dans l'enquête valeur, on trouve sur l'abstention, parce qu'on mesure les gens qui ont l'intention de s'abstenir, on voit bien qu'il y a des clivages générationnels. Et donc, pourquoi l'abstention monte, et pourquoi elle monte particulièrement dans les jeunes générations? Un certain nombre de gens disent, voilà, c'est parce que les jeunes sont apathiques. Cette théorie, à mon point de vue, est complètement fausse. Fausse. C'est-à-dire que les jeunes sont aussi politisés que les vieux. Avec les niveaux d'éducation, il n'y a pas de différence de politisation. Le degré de compétence, de connaissance n'est pas plus faible chez les jeunes que chez les personnes âgées. Le rapport au vote est par contre différent. Pourquoi? Parce que le vote, c'est individualisé. Avant, on allait davantage voter par sens du devoir électoral. C'est-à-dire que le principe du devoir électoral était très fort, et donc on pouvait ne pas avoir beaucoup de compétences politiques, on allait quand même voter parce que c'était le devoir du bon citoyen. Aujourd'hui, dans les jeunes générations, on va voter si on estime qu'il y a de bonnes raisons d'aller voter. Donc on n'est plus raisonneur, on réfléchit davantage avant de voter. On ne veut pas signer un chèque en blanc à un homme politique. On est très critique aussi avec les hommes politiques et donc avec les partis. Et donc, évidemment, on est plus long à se mobiliser. On est dans des sociétés moins conformistes, donc qui soutiennent moins facilement les élites, qui sont donc plus critiques et plus protestataires. On n'a jamais tant manifesté et jamais tant pétitionné que depuis 10, 20, 30 ans. Et donc de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'assez nouveau. La pétition ou la manifestation ne sont pas des spécificités du monde ouvrier et des catégories populaires. Je dirais que c'est presque l'inverse. Aujourd'hui, dans pas mal d'enquêtes, plus on est haut dans la hiérarchie sociale, plus on manifeste. C'est-à-dire que les médecins, les professions libérales, les enseignants sont des catégories qui manifestent davantage que les catégories populaires. Je passe parce que je passe un peu vite, mais vous pourrez vous proposer des questions si vous le souhaitez. Je vais évoquer un peu plus longuement, peut-être, avant de conclure, 2 ou 3 points, et notamment le rapport à la démocratie et la confiance aux institutions. Vous avez aussi des choses de ce genre dans le baromètre wallon, mais donc qu'en est-il du point de vue de l'enquête valeur? Alors on peut avoir une vision assez optimiste, première vision assez optimiste. Les valeurs démocratiques sont parmi les valeurs les plus consensuelles en Europe, d'un certain point de vue. 85% des Européens disent que la démocratie constitue le meilleur système politique possible. Mais alors évidemment, quand on fait des questionnaires d'enquête, on est un petit peu vicieux, vous connaissez ce type de méthodologie, donc on ne leur demande pas seulement une question, est-ce que la démocratie c'est le meilleur système ou pas le meilleur système? On leur demande aussi, on teste d'autres systèmes politiques. Et on a par exemple,
on leur demande juste après ou juste avant, et un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Alors, vous voyez que c'est un item, c'est une phrase assez forte. Un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement ni des élections. Alors, est-ce que ça serait une très bonne chose, une assez bonne chose, assez mauvaise, très mauvaise? Et puis on leur demande aussi un gouvernement des experts. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Et alors on voit, deuxième temps, au fond, on voit que, au fond, l'adhésion aux valeurs démocratiques a quand même un certain nombre de fragilités. Il y a un certain nombre de fragilités, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui, tout en disant que la démocratie est le meilleur système, disent aussi qu'un homme fort, c'est un très bon système, et puis que les experts, c'est aussi un très bon système. Il n'y a que la question sur la direction du pays par l'armée. Alors ça, non, ça ne passe pas pratiquement dans presque aucun pays européen. En moyenne de l'Union européenne, je crois que c'est 7% des gens qui disent que ça pourrait être fait. Donc, le consensus autour de la démocratie est un consensus plutôt fragile et plutôt superficiel. Donc, on peut craindre qu'en période de crise économique, au moins dans certains pays, en période de crise forte de la classe politique et des parlementaires, on peut craindre que l'attrait de systèmes peu démocratiques puisse se renforcer. Et là aussi, il y a des différences quand même assez fortes selon les pays européens. Si on prend d'abord les moyennes, pour ce qui est d'un homme fort, qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections, à peu près quand même 25% des Européens acceptent. Les experts, c'est pas loin de 50%. Alors si on regarde les écarts, notamment sur l'homme fort, la France est à la moyenne, à peu près, donc un quart des Français qui disent qu'un homme fort qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections, ça serait plutôt une bonne chose. La Belgique est à 41% dans la dernière vague de l'enquête valeur. Vous êtes à un niveau assez haut. Le Portugal est à 49%. Alors l'Europe de l'Est est plus haut. La Bulgarie est à 62%, la Lettonie à 63% et la Roumanie à 73%. Donc l'Est de l'Europe, globalement, pas tout l'Est, hein, il faudrait regarder aussi, j'ai pris les cas les plus forts, la Slovénie, la République tchèque ont des valeurs démocratiques sensiblement plus affermies. Mais donc, on voit que du point de vue de l'attachement aux valeurs démocratiques, il y a quand même des écarts très importants en Europe. Sur la confiance aux institutions, on a là aussi une longue batterie que vous avez au moins en partie dans le baromètre. Et je crois que d'après ce que j'ai vu des résultats, c'est assez cohérent ce que vous voyez dans le baromètre avec ce qu'on trouve dans les enquêtes valeurs. On a plutôt tendance à dire spontanément que la confiance aux institutions baisse parce que, comme tout rapport à la politique, ça baisserait. En fait, la confiance aux institutions ne baisse pas globalement en Europe. Et il y a même des endroits où ça remonte, et vous en êtes un bon exemple, je pense que ça reviendra dans votre journée. Donc, première chose, pas de tendance globale à la baisse. Par contre, des différences très fortes dans le palmarès des institutions que les gens aiment ou n'aiment pas, auxquelles ils font ou ne font pas confiance. Il y a une remontée et un niveau très élevé de la confiance en l'armée et à la police. C'est lié à la défense de l'ordre, ce que je disais tout à l'heure, demande d'ordre. Donc les institutions de défense de l'ordre public, armée, police, remontent, y compris chez les jeunes, enfin, jeune génération. Les institutions de l'État-providence, système de santé, sécurité sociale, enseignement, donc les biens publics importants pour les individus, pour leur éducation, pour leur promotion, pour leur fin de vie, pour leur santé. Là aussi, la confiance est élevée. Les institutions de la démocratie, aussi bien Parlement, gouvernement, donc plan institutionnel, que société civile, médias, syndicats, grandes entreprises, le niveau de confiance est beaucoup plus limité. Autour de 40% en moyenne,
35-40% moyenne européenne. Et les partis politiques, c'est au bas de l'échelle, et c'est en France que le niveau est le plus bas, mais à quelques points seulement de la Belgique. On est autour de 15-20%. Voilà pour la confiance aux institutions. Sur les valeurs religieuses, je dis juste un mot pour dire que je l'ai déjà quasiment dit, il y a un mouvement de sécularisation, et comme en politique, les idées religieuses ne disparaissent pas, tout comme les idées politiques, mais on est plus nuancé, plus flottant, on en prend et on en laisse. Donc on est à la carte. Donc nuance en politique, on veut des repères en politique, mais les repères c'est tout de suite pour s'asseoir entre deux chaises. Donc je regarde la gauche, je regarde la droite, et puis finalement je me dis j'en prends un petit peu chez eux, un petit peu chez eux, je me fais mon petit univers politique, mon petit univers de valeurs aussi religieuses éventuellement, flottantes et recomposées. Donc je conclus pour ne pas être trop long, je conclus avec au fond quelques éléments un peu plus précis sur les différences concernant la Belgique. J'en ai déjà un petit peu parlé. Donc les différences entre pays, donc elles sont très fortes dans de nombreux domaines, et donc on peut opposer souvent une Europe de l'Ouest sécularisée, libérale, en matière de mœurs, individualisée, sécularisée, et on peut l'opposer à une Europe de l'Est et en partie du Sud, où les religions résistent beaucoup mieux, où la culture reste beaucoup plus traditionnelle et peu individualisée. Et il y a aussi des écarts, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre ouest de l'Europe, pour l'ouest de l'Europe, il y a des écarts entre le nord et le sud, avec des spécificités des pays nordiques. La France, je vous l'ai déjà un petit peu dit, est parfois un pays d'Europe du Nord, par exemple, sur les niveaux d'individualisation, elle est plutôt un pays de l'Europe du Nord. Sur la permissivité privée, elle est pays de l'Europe du Nord. Par d'autres aspects, elle est pays de l'Europe du Sud. Si je regarde la Belgique, elle est incontestablement une société de l'Europe de l'Ouest, souvent pas très différente de la France. Très individualisée, mais un peu moins que la France, un peu moins adepte. Si je regarde le pourcentage de gens individualisés dans l'Union européenne, ça fait à peu près 48%. Mais la Suède, par exemple, ou le Danemark sont autour de 80%. La France est autour de 60%. L'Espagne et la Belgique, la France est à 67%, la Belgique est à 58%. Donc vous êtes de toute façon quand même très au-dessus de la moyenne européenne, vous êtes du côté des valeurs d'individualisation, un petit peu moins que la France, presque 10 points de moins, probablement parce que le poids des traditions, vous venez d'un pays où il y avait ce qu'on appelait la pilarisation, donc la pilarisation a probablement volé en éclats, certainement. En même temps, il en reste probablement quelque chose par rapport à une tradition française rédalique, mais où la sécularisation a été probablement plus précoce. Entre Wallons et Flamands, du point de vue de l'enquête valeur, puisqu'il on peut isoler les réponses des Wallons, des Flamands et également des habitants de Bruxelles. Les sous-échantillons sont un peu faibles en taille, donc il faut rester prudent. Mais globalement, les différences d'attitude apparaissent plutôt faibles. C'est ça que je voudrais surtout souligner, c'est-à-dire par rapport à la perception interne que vous avez de vos différences, et qui sont pas seulement vous, mais qui sont aussi les gens, puisque j'ai vu que dans le baromètre, il y a une fierté d'être wallon, et il y a un sentiment assez fort d'être différent des autres parties de la Belgique, si j'ai bien compris. Vu de l'ensemble de l'Europe, les différences entre wallons et flamands sur à peu près la plupart des dimensions du questionnaire, au fond, il y a très peu de différences.
La Flandre n'a plus de forte spécificité religieuse quand on regarde les indicateurs religieux, et les auteurs du livre Valeurs belges emploient l'expression « il n'y a plus de forte spécificité religieuse » du fait d'une décléricalisation galopante en Flandre. Et la sécularisation est encore plus forte à Bruxelles que dans les deux autres régions. Il n'y a pas de différence nette dans les positions éthiques entre Flandre et Wallonie, sur la tolérance et le libéralisme des mœurs, sur la conception des rôles de l'homme et de la femme. Il y a quelques différences, semble-t-il, de culture politique, avec une méfiance institutionnelle, une propension antidémocratique, un peu plus ancrée en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles. Quelques différences aussi sur la valorisation du travail. Et contrairement à certains stéréotypes, la valorisation du travail semble plus forte en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. Et les Flamands valorisent en fait un peu plus le temps libre et ont une vision un peu plus instrumentale du travail gagne-pain, ce qui est peut-être lié là aussi aux situations économiques. Peut-être probablement dernière différence, les néerlandophones sont un peu plus confiants spontanément aux autres. Et vous voyez, ça va être compliqué, un peu plus confiants spontanément aux autres, mais aussi plus xénophobes et un peu plus négatifs à l'égard des étrangers. Mais le moindre sentiment, là où on trouve le moindre sentiment d'une menace venant des étrangers, c'est à Bruxelles, là où probablement les contacts sont les plus nombreux entre les populations. Donc au total, les différences sont faibles entre régions belges quand on les regarde dans le paysage de l'ensemble de l'Europe. Et je termine par un dernier mot pour dire que finalement, donc ce que montre l'ensemble de nos enquêtes valeurs sur 30 ans, c'est que les différences nationales restent très fortes. Il n'y a presque pas de domaine où on voit s'affaiblir les différences nationales. Donc l'idée d'une homogénéisation des cultures et des valeurs, pour l'instant, je ne dis pas que peut-être dans 50 ans, on verra autre chose, mais actuellement, on voyage beaucoup plus, on se connaît mieux, mais les cultures nationales restent autant structurantes qu'avant, et même, comme je vous l'ai dit, dans certains domaines, il y a peut-être des élargissements qui se font. Ça veut dire qu'on est toujours structuré par nos cultures nationales. On ne perd pas ses identités locales. Le sens de l'identité locale reste très fort. Il y a peu de gens qui se sentent facilement européens. On veut bien se dire un peu européen, mais avant tout, on se sent appartenant à sa localité et à son pays. Voilà, j'en reste là, mais je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous voulez, soit en fonction de ce que décideront les organisateurs, éventuellement dans le couloir, si on doit passer très vite à une autre partie. Merci beaucoup pour votre présentation et merci de nous donner déjà maintenant, je dirais, non pas des passerelles, mais des ponts complets par rapport aux présentations qui vont suivre maintenant. Alors,